ça n'avait pas aussi pour, comme conséquence ou comme trace existentielle une sorte de, disons, de doute, d'interrogation, mais même peut-être de doute sur la réalité des choses. Est-ce qu'elles sont ou est-ce qu'elles ne sont pas? C'est très, il y a un poème qui est très parlant, il est de Sofia de Mello-Breiner Entressen. C'est un poème où elle parle de Lisbonne, et même Lisbonne, c'est une carte où on peut aller. On en vient à, disons, à questionner sa réalité tangible, sa forme de réalité. Elle dit Lisbonne avec son nom d'être et de non-être, et elle dit encore Lisbonne cruellement bâtie le long de sa propre absence. Ce qui est, enfin, c'est assez vertigineux. Bien, voilà, il n'y a peut-être pas de philosophe comme tu là, mais ils ont des vertiges de la pensée. Il y a des vertiges de pensée dans la poésie portugaise. Je pense que toute la métaphysique portugaise, ou presque toute, est à la poésie. On n'a pas de musicien assez extraordinaire ou de peinteur assez extraordinaire. Parlerai vous nous a laissé il y a à peine 3 jours, 3 ou 4 jours. Mais en matière poétique, c'est une poésie qui réfléchit, pour ne pas parler de Pessoa, qui a trop de couches pour savoir ce qu'il pensait et comment, mais qui se démultiplie en signification. Mais tous les poètes portugais que j'admire le plus, ils ont ce côté métaphysique. Et il y a un côté métaphysique qui réfléchit sur le réel, le double du réel, l'aperçu, etc. Oui. Et ben, puisque vous avez le micro, vous allez le garder, on va faire un petit voyage vers votre propre œuvre de romancier, et singulièrement le dernier roman qui est paru, là aussi superbement traduit, je vais le nom du traducteur, il est vraiment excellent, João Viegas. Donc Manquer à l'appel, toujours aux éditions Chandelle. Alors c'est, comment dire, j'ai pris des notes parce que... Donc d'abord, je peux préciser qu'il s'agit d'un 3e roman, d'une trilogie sur ce que vous appelez les parentalités ratées. Pour l'essentiel, il y a deux figures féminines dans ce roman. Il y a Eugenia, la fille, Virginia, la mère. Eugenia va devenir professeure de philosophie à l'université, où elle dispensera des cours notamment sur Husserl. Comme vous l'écrivez, elle dispense à ses étudiants des rations de phénoménologie fraîche. La mère, elle, est une femme décidée, plutôt autoritaire. Elle a été édile de la ville qui dans mon souvenir n'est pas précisé d'ailleurs. On peut imaginer que c'est près de Lisbonne, elle a été maire de la ville. Mais elle va être frappée par la maladie d'Alzheimer. Et du coup, ça va se traduire par une temporalité qui s'embrouille un peu dans sa tête. Et le roman lui-même ne s'embrouille pas, mais enfin fait alterner, entremêle les temporalités. Et puis, la fille, finalement, va devenir, jouer un peu le rôle de mère pour sa propre mère, quoi. Il y a comme une inversion des rôles. Et dans son jeune âge, ce qui mettait un peu hors d'elle sa maman, cette Virginia était frappée par des accès de poésie. Mais exactement comme on est frappé, je ne sais pas, par un herpès ou par... Alors, l'écriture de Valérie Romao est très singulière, très frappante, très saisissante. C'est une expérience, j'ai vraiment fait une expérience à le lire. On pourrait dire que c'est une sorte de flux d'écriture où se mêlent et alternent comme dans une seule coulée quasiment
des pensées, des temporalités, des paroles des personnages. C'est-à-dire qu'on vient, le narrateur, le romancier vient pas nous dire que c'est un peu tel qui parle. On va finir par prendre nos repères, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il est assez souvent un peu déstabilisé. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois refaire le point, comme avec un appareil optique. Ça commence toujours un peu flou, on ne sait pas trop, puis après, voilà, on s'acclimate à l'éclairage, on fait le point de façon optique quasiment. Alors, ce qui est aussi très frappant dans ce roman, je dirais, c'est la présence de la poésie. Alors, pas seulement parce qu'un personnage est frappé par des accès comme ça. Il y a des citations de poètes qui ne sont pas dans l'anthologie, parce que je vous en parlerai, mais je pense que des poètes plus récents, donc des jeunes générations. Mais c'est pas seulement par des citations que la poésie est présente. Je trouve que, d'une certaine manière, on peut se dire que ce romancier-là, Valerio Maro, est un lecteur de poésie et que ça se sent dans la manière dont il va travailler le roman. C'est-à-dire qu'en général, en poésie, surtout dans la poésie moderne, contemporaine, on ne s'embarrasse pas de faire des liaisons, d'articuler les choses, qu'il y ait des concaténations logiques. Il y a ce qu'on appelle la parataxe, c'est-à-dire qu'on peut passer sans transition d'un élément, d'un plan de réalité à l'autre, d'un élément à l'autre. Or, je trouve que votre roman use beaucoup de cette modalité-là pour sa construction. Donc c'est le contraire, disons, des enchaînements articulés et complets. C'est le contraire, par exemple, d'un romancier finlandais dont j'ai oublié le nom, un réaliste finlandais, où quand quelqu'un reboutonnait son chandail, il vous décrivait le geste de reboutonner chacun des boutons. Donc là, on n'est pas, c'est un peu plutôt dans la juxtaposition, le saut, l'ellipse. Et ce qui est remarquable, du coup, dans la traduction, que disait Valerio alors qu'on commence, c'est que, un peu comme dans un poème, souvent, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un haut quotient d'imprévisibilité. C'est-à-dire que vous lisez un vers, vous ne pouvez pas du tout déduire quel sera le vers suivant. Donc on est dans une forme des arts du langage où tout doit se tenir, et ça doit être, il n'y a rien d'inutile, mais tout doit se tenir, comme porté par une espèce de fatalité du début à la fin, mais où il y a un haut taux d'imprévisibilité. Or, dans l'écriture, dans votre écriture romanesque, on sent que le roman s'invente à même la langue au fur et à mesure. On sent qu'il y a un quotient d'imprévisibilité dans l'avancée du texte. Bon. Et du coup, on a l'impression qu'on sent la fraîcheur native de la langue au moment où les choses se formulent. Et le traducteur a su retrouver ce mouvement, cette émergence comme ça, en avant tout du long, ce qui est vraiment très bien. Donc voilà, alors parlez-nous un peu disons, des rapports que vous voyez pour vous entre la poésie et le roman. Voilà. Pour commencer, je pense que le personnage et les thématiques de la poésie sont un peu une forme de prêter hommage aux poètes que j'ai lus, et aux poètes que je lis, et aux poètes contemporains portugais que je connais et que j'admire. J'ai fait un recueil, j'ai choisi un peu dans mon imaginaire poétique actuel des Portugais, des vers que je déposais ici en les nommant, en faisant référence au final du livre, de qui ils sont et de quel livre ils sont.
Et c'est un peu cette forme de prêter hommage à la poésie qui est encore un art majeur, mais à une position de divulgation sociale il n'y a pas beaucoup de gens à lire la poésie. On dit au Portugal, mes amis poètes, il y a plus de gens à écrire poésie qu'à la lire. Et peut-être que ce n'est pas... C'est pas un apanage du Portugal. Et encore, on a une scène poétique assez vibrante au Portugal, avec un tas de maisons éditrices, micro-éditions de 100 exemplaires, 150 exemplaires, assez vibrantes. Ça se parle dans les périodiques, il y a une section de critique de poésie, même des micro-éditeurs. Alors c'est encore vibrant, mais comme tout, la poésie a un public de 100, 200, 1000 curieux. C'est vraiment difficile d'avoir un livre de poésie. Je me souviens peut-être d'un ou deux aux dernières 10 années qui ont franchi cette barrière de 1000 lecteurs, 1000 livres vendus. Mais alors ça, parenthèse, pour moi c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt les conséquences dans la perception de la société à l'égard de la poésie. Ce que je veux dire par là, 1913, Apollinaire, Alcool, c'est l'un des plus grands livres de poésie française du XXe siècle, un livre absolument déterminant. C'est 300 exemplaires. Sauf que personne n'aurait eu l'idée de mépriser Guillaume Apollinaire à l'époque, parce que son livre n'était imprimé qu'à 300 exemplaires. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société où 300 exemplaires, on ne prend pas au sérieux. Donc le problème, il n'est pas celui du nombre diffusé ou des poètes. Le problème, il est celui de la société. C'est elle qui doit régler ce problème avec elle-même. Les poètes, ils continuent comme ils ont toujours fait.